Épisode 9. Les Bolloré, diversification et médias. Bonjour à tous. Je suis Caroline Bonneau, fondatrice du cabinet Arturo Wealth Management et de la chaîne YouTube Caro Gestion Privée, dédiée à l'univers du patrimoine, de l'investissement et du succès entrepreneurial. Aujourd'hui, nous allons explorer la saga des Bolloré, cette famille d'industriels français qui, partie de la papeterie bretonne, a bâti un empire tentaculaire mêlant transport, énergie, médias et communication. Nous verrons comment ils sont passés des papeteries en 1822 à la création d'un empire médiatique en 2025. Tout au long de cet épisode, des anecdotes réelles viendront illustrer les stratégies audacieuses du groupe Bolloré. Abonnez-vous à Caro Gestion Privée pour plus de contenu sur la gestion de patrimoine et l'entrepreneuriat. Et partagez cet épisode si vous l'appréciez. Origines industrielles de la famille Bolloré. Le parcours commence en Bretagne au XIXe siècle. En 1822, Nicolas Lemarié fonde les papeteries d'Audette, près de Quimper. Ces usines, installées le long de la rivière de l'Audet, fabriquent d'abord du papier traditionnel. En 1861, c'est Jean-René Bolloré qui prend les rênes et donne son nom à l'entreprise familiale. Pendant de longues décennies, Bolloré reste une entreprise papetière classique, fournissant notamment la presse et l'industrie agroalimentaire, sachets de thé, papier buvard. Progressivement, la famille élargit ses activités au-delà du papier. Dès le XXe siècle, Bolloré investit dans le transport maritime et les plantations en Afrique. Il acquiert des compagnies maritimes, comme la société Delmas Vieljeux, et développe la logistique en fondant des filiales de fret maritime. Sur le continent africain, le groupe se constitue un réseau de concessions stratégiques, plantation de palmiers à huile et de caoutchouc, via la Socfin en Côte d'Ivoire, Cameroun entre autres, exploitation de mines et plantation de tabac. Bolloré devient ainsi un acteur majeur du tabac en Afrique de l'Ouest, contrôlant environ 60% du marché local des cigarettes, en vendant près de 12 milliards d'unités par an, marque Hamilton, excellence. Dans les années 1990, cette diversification africaine s'accélère avec des concessions d'infrastructures. En 1995, Bolloré obtient la concession de la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, Citarail, et en 1999 celle des chemins de fer du Cameroun, Camrail. Le groupe acquiert aussi l'armateur britannique Total et le transporteur AMI. À travers Bolloré Transport and Logistics, la famille gère aujourd'hui 42 ports et 17 terminaux à conteneurs en Afrique, ainsi que 2700 km de voies ferrées exploitées, concessions Citarail, Camrail, Benirail. En résumé, des papeteries bretonnes aux terminaux portuaires et chemins de fer africains, Bolloré a construit un réseau industriel et logistique puissant dès le 19e et 20e siècle. L'arrivée de Vincent Bolloré et la relance du groupe. Les années 1980 marquent un tournant décisif. En 1981, Vincent Bolloré, 33 ans, quitte la banque d'affaires Edmond de Rothschild pour reprendre la part du groupe Rothschild dans l'entreprise familiale avec son frère Michel. L'entreprise est alors en difficulté. Vincent impose des mesures radicales, notamment une baisse de 30% des salaires pour éviter la fermeture des usines, et recentre l'activité. Les papeteries historiques se spécialisent dans les produits à haute valeur ajoutée. Sachets de thé, papiers ultra fins pour l'électronique, puis films plastiques très fins pour condensateurs industriels. Sous la direction de Vincent Bolloré, le groupe se développe rapidement. En 1985, il entre en bourse, sous le nom Bolloré Technologies. Puis, il amorce sa stratégie d'expansion internationale, 1986, acquisition de la SCA, ancienne compagnie générale d'affrètement maritime achetée à Suez, jetant les bases de ses futures activités logistiques mondiales. 1992, prise de participation dans la compagnie maritime Delmas Vieljeux, fusionnée avec la SCAC pour créer la société de transport logistique SDV. 1995 à 1999, obtention de concessions de transport en Afrique, Citarail, Camrail et prise de contrôle d'entreprises clés, fusion d'actions dans Saga, propriétaire d'actifs agricoles. En quelques années, Vincent Bolloré transforme l'entreprise familiale en un conglomérat international. Il hérite d'un groupe endetté,
Mais grâce à des investissements ciblés et parfois à la cession d'actifs, exemple, vente de parts chez Suez, l'entreprise est sauvée et relancée. Par cette stratégie, le chiffre d'affaires de Bolloré SA explose. En 2000, il dépasse 33 milliards de francs, soit environ 5 milliards d'euros, et emploie 35 000 personnes, et ce dans 110 pays. Cette réussite lui vaut même le sobriquet de Petit Prince du cash flow dans la presse, tant sa gestion du capital est jugée astucieuse. Petite anecdote, en 1987, le magazine Le Nouvel Économiste le nomme manager de l'année pour avoir sauvé et redressé l'entreprise familiale. Pour résumer, Vincent Bolloré a redynamisé l'empire familial. Là où la famille avait hésité jusqu'aux années 1970 à sortir de la papeterie classique, Vincent aura inscrit Bolloré dans les secteurs de la logistique mondiale, transport maritime, fret, concessions en Afrique, et de l'industrie moderne, films plastiques, équipements électriques. Diversification dans les médias et la communication. À partir des années 2000, Vincent Bolloré opère une deuxième grande diversification, les médias et la communication. Il investit d'abord dans la publicité et la com. En 2004, Bolloré prend 20% du groupe publicitaire français Havas, contrôlé alors par Vivendi, et en 2005, il prend 25% de l'anglais Aegis, revendu en 2012 au japonais Dansu. En parallèle, Bolloré lance ses propres médias. Il rachète et lance la chaîne de télévision gratuite Direct 8 en 2005 et le quotidien gratuit Direct Matin en 2007. Ses premières incursions débouchent sur un coup d'éclat. En 2012, Vincent Bolloré échange les chaînes Direct 8 Direct Star contre des actions Canal+, ce qui le propulse premier actionnaire de Vivendi, maison mère de Canal+. Concrètement, il transfère son intérêt dans ses propres chaînes pour obtenir des parts dans Vivendi. Quelques mois plus tard, en juin 2014, il devient président du conseil de surveillance de Vivendi, contrôlant ainsi indirectement Canal+, Dailymotion, Universal Music. À la faveur de cette opération, l'empire Bolloré intègre un vaste portefeuille médiatique, télévision payante et gratuite, cinéma, musique, édition. Exemple concret. Après avoir cédé Direct 8 à Canal+, Bolloré détient environ 14% de Vivendi, ce qui lui donne le contrôle avec un investissement modeste. Les journaux financiers soulignent qu'il prend le contrôle de Vivendi avec seulement 14,4% du capital, grâce à cette stratégie de gain de part minoritaire. En parallèle, Bolloré étend son influence au sein des médias de masse. Il prend des participations dans des sociétés de sondage, CSA, et dans des groupes de communication, participe à la refonte de radios ou chaînes d'information. Il investit également dans la publication. Par exemple, en 2023, il finalise l'acquisition du groupe Hachette Livre, maison mère de Fayard, le leader français de l'édition. Cet apport dans l'édition confirme la stratégie du tout Bolloré. On y verra par la suite des synergies entre journalistes, écrivains et médias du groupe. Illustration de la convergence. La présentatrice de CNews Sonia Mabrouk publie en 2024 un essai chez Fayard, sous l'empire Bolloré. Ce cas montre comment une figure médiatique du groupe, CNews, peut être relayée dans une maison d'édition contrôlée, Fayard, pour amplifier son audience. Pour bien saisir l'ampleur, il suffit de voir la palette actuelle du groupe Bolloré. Du numérique au papier, son conglomérat couvre la publicité, Havas, la télévision payante, Canal+, l'édition, Louis Hachette Fayard, et plus encore. En somme, les Bolloré passent des entrepôts et usines aux grandes salles de rédaction. Ils ne contrôlent pas un média, mais un écosystème médiatique complet où chaque canal peut promouvoir les autres. L'épisode de Complément d'enquête, censuré en 2015 sur Canal+, avait montré l'influence exercée par les dirigeants de Bolloré sur le contenu éditorial, illustrant le pouvoir de régir l'information. Si cet aperçu des stratégies de diversification vous parle, je vous rappelle que sur Caro Gestion Privée, je propose régulièrement des analyses d'entreprises et des cas pratiques d'investissement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en découvrir davantage. Montée en puissance patrimoniale et gouvernance familiale. L'empire Bolloré, c'est aussi une immense fortune et son organisation au sein de la famille.
En 2025, Forbes classe Vincent Bolloré parmi les 300 premières fortunes mondiales. Mais l'important n'est pas seulement le rang, c'est comment la famille garde le contrôle. D'une part, les Bolloré appliquent une gestion pater familias. Ils détiennent leurs actifs via un jeu de holding. En pratique, la compagnie de Laudet, holding patrimonial de la famille, ne possède que 4,6% du capital de Bolloré SA, mais 76% des droits de vote. Cette cascade de participation, autre holding Fina Gestion, etc., permet au patriarche et à ses proches de garder la main sur toutes les décisions stratégiques, même s'ils ont cédé des participations au marché. D'autre part, la transmission aux enfants de Vincent est effective depuis quelques années. En 2018, Yannick Bolloré, 41 ans, succède à son père comme président du conseil de surveillance de Vivendi. L'année suivante, en mars 2019, Cyril Bolloré, 33 ans, devient président directeur général du groupe Bolloré Transport Logistique. On a ainsi Yannick Bolloré, désormais PDG de Havas et président du conseil de Vivendi, supervisant l'empire médiatique familial. Cyril Bolloré, responsable du groupe industriel historique, transport, logistique, énergie. Marie Bolloré, une autre fille, préside la division Blue Systems, mobilité électrique, batterie. Ces nominations attestent d'une gouvernance résolument familiale. Les cadres dirigeants restent majoritairement les enfants ou proches de Vincent Bolloré. Pour l'investisseur, c'est un cas d'école de planification successorale. Impliquer les héritiers jeunes dans le management, tout en s'appuyant sur le réseau et la reconnaissance du père. Anecdote sur la fortune, en avril 2025, Forbes établit la fortune de Vincent Bolloré à près de 8 milliards d'euros, faisant de lui le 270e homme le plus riche au monde. Mais son empire dépasse la seule finance. On peut parler de patrimoine industriel et médiatique, avec des œuvres d'art. Vincent est grand collectionneur de BD et d'étiquettes de vin, des vignobles, Château-la Lagune dans le Médoc, acquis en 1983, et même des investissements dans l'immobilier, le cinéma MacMahon à Paris. Méthode d'influence et prise de participation. Ce qui caractérise particulièrement les Bolloré, c'est leur manière d'étendre leur pouvoir par de petites manœuvres discrètes plutôt que par des OPA tonitruantes. La presse qualifie souvent Vincent Bolloré de raider, outil financier activiste. La technique est à la fois fine et redoutable. Acquérir des participations stratégiques minoritaires, souvent entre 10 et 30% d'une société, pour en contrôler la destinée sans lancer d'offre publique totale. Concrètement, cela évite de payer une prime élevée aux autres actionnaires et passe souvent inaperçu dans un premier temps. Point clé de cette méthode, contrôle rampant. Bolloré peut diriger une société en détenant moins de 15% de son capital. Par exemple, il a pu prendre le contrôle de Vivendi avec seulement 14,4% des actions. Cette stratégie, qualifiée de arme secrète par BFM TV, lui évite de devoir surpayer les autres actionnaires. Cascade de holding, en plus, les participations en cascade, financières de Laudet, Fina Gestion, etc., assurent que la famille conserve la majorité des droits de vote. Ainsi, même s'ils détiennent peu de titres, ils décident du sort du groupe. Surprises et attaques ciblées, Bolloré choisit avec soin ses cibles. Par exemple, en 2015, il a discrètement racheté la SECP, société d'édition de Canal+, qui détient les fréquences de Canal+, avant de lancer une OPA sur le reste de la société pour 522 millions d'euros. Résultat, aucun autre investisseur n'a pu s'immiscer dans la bataille pour Canal+. Diversification d'influence. Cette méthode s'applique aussi hors de France. On a ainsi vu Bolloré s'intéresser à Telecom Italia ou Ubisoft, en prenant de simples portions de capital afin de peser sur la stratégie. Il a par exemple investi dans Ubisoft avant de s'en retirer à l'amiable. Ces tactiques ont souvent pris leurs adversaires par surprise. Souvent, les OPA Bolloré apparaissent tardivement dans les médias et déjà très avancés en coulisses. Leur routine consiste à passer derrière l'autre raider pour verrouiller la porte, selon une expression du milieu financier. Avant qu'un autre n'arrive, ils verrouillent l'actionnariat. Exemple marquant, en 2015, un ancien dirigeant d'Ubisoft a décrit Vincent Bolloré comme un raider de génie, car il investit timidement puis contrôle la société sans lancer d'OPA sur 100% du capital.
Ce portrait illustre leur mode d'action: rester en embuscade, détecter une opportunité, puis consolider discrètement la position. En résumé, l'influence du groupe se construit par accumulation graduelle de pouvoir: participation croisée, sièges au conseil, accords de vote avec d'autres actionnaires, plus quelques coups marketing, comme l'éviction en 2015 du PDG de Canal+, ou l'intervention dans la programmation de Canal+, par le biais du groupe Vivendi. Cela permet à Bolloré de façonner en douceur l'orientation de ses cibles, plutôt que de brutalement les acquérir par une bataille boursière classique. Anecdote marquante. Pour donner vie à tous ces choix stratégiques, voici quelques épisodes authentiques. La manœuvre Canal+, 2012 à 2014. Après avoir lancé sa chaîne Direct 8, Vincent Bolloré décide en 2012 de la céder. Mais au lieu de récupérer 100% en cash, il échange Direct 8 et Direct Star contre des actions du groupe Canal+, Vivendi. Résultat, boum, Bolloré devient le premier actionnaire de Vivendi du jour au lendemain. Sans cette opération, il aurait fallu payer beaucoup plus cher. Et dès 2014, il enchaîne en devenant président du conseil de surveillance de Vivendi, imposant ses choix éditoriaux. Cette OPA inversée sur Vivendi est un exemple de prise de contrôle par troc d'actifs qui a déconcerté ses concurrents. La censure des guignols de l'info, 2015. Cet épisode reste très discuté. En juillet 2015, la rumeur enfle que Vincent Bolloré veut supprimer l'émission satirique Les Guignols de l'info sur Canal+, en raison de ses marionnettes féroces à son égard. Bolloré dément fermement au Figaro, assurant qu'il s'agissait d'un procès politique pour plaire à l'Élysée. Finalement, Les Guignols perduotent pour une saison supplémentaire mais sur un canal crypté. Cette affaire met en lumière l'impact du pouvoir de Bolloré dans les instances de Canal+. Chaque changement de programmation fait l'objet d'interprétations politiques. L'OPA surprise sur la SECP, 2015, cette histoire méconnue, montre à quel point Bolloré agit en coulisses. Au printemps 2015, il rachète secrètement des actions de la société SECP, détentrice des fréquences de Canal+, avant de lancer un appel public d'offres sur le solde en bourse. Au total, 522 millions d'euros ont été investis pour s'assurer les droits essentiels de distribution de Canal+. Résultat, pas un investisseur étranger n'a pu pénétrer ce secteur. C'est un coup de maître discret. Sans marteler les médias, Bolloré verrouille un actif stratégique. Édition et politique. Très récemment, Bolloré s'illustre aussi dans l'édition politique. En novembre 2024, la maison Fayard, rattachée à Hachette Livre, désormais contrôlée par Bolloré, publie le livre de Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Ce geste signale que Bolloré se positionne, du moins indirectement, dans le débat politique en marge de l'extrême droite. Mieux, ou pire, selon le point de vue, il nomme Lise Boel, ancienne éditrice d'Éric Zemmour, à la tête de Fayard en 2024 pour reformater ses contenus. Le sociologue Luc Bronner parle de la stratégie du putois, placer une figure clivante pour pousser les autres à partir et redéfinir la ligne éditoriale. Cette anecdote montre que Bolloré n'hésite pas à exporter ses méthodes issues des médias, contrôle de l'information, influence éditoriale, dans le monde du livre. Les affrontements en conseil d'administration. On peut citer quelques heures sous les feux des projecteurs. En 2014, Vincent Bolloré entre dans le CA de Vivendi et fait basculer l'Assemblée, imposant son homme Jean-Christophe Thierry à la tête de Canal+. Plus tôt, en 2000, il entrait au Conseil de Gaz de France avant qu'il fusionne avec Suez, où le repreneur fut la suite Engie. Chaque siège glané symbolise un point de contrôle. Chaque anecdote illustre le même fil rouge: la capacité des Bolloré à surprendre et à imposer leur vision. Ils ne sont ni philanthropes ni doux rêveurs. C'est plutôt un mélange de volonté farouche et de calcul froid. Leur force, c'est de penser en stratège de long terme, en échec et en position, en gardant toujours une marge de manœuvre pour défendre leurs acquis. N'oubliez pas, la chaîne Caro Gestion Privée regorge d'exemples comme ceci. Typiquement, comment lire les combats d'actionnaires. Si ces récits vous passionnent, abonnez-vous pour poursuivre l'aventure de l'investissement intelligent. Enseignement clé. Pour conclure, que peut-on retenir de cette épopée des Bolloré,
du point de vue de l'investissement et de la gouvernance. Voici quelques leçons à méditer. Diversifier ses activités sans perdre le cap. Bolloré a commencé dans le papier, mais n'a pas hésité à investir dans des secteurs complètement nouveaux pour sécuriser sa croissance. Logistique, énergie, médias. L'idée, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais conserver un noyau dur, ici la maîtrise du cash flow industriel. Investir dans le contrôle, pas seulement la possession. Plutôt que d'acheter des entreprises entières à grands frais, on peut acquérir des parts stratégiques pour influer sur les décisions. L'exemple Bolloré illustre l'efficacité des participations minoritaires. Activisme actionnarial. Un investisseur avisé sait qu'obtenir une voix au conseil d'administration peut parfois valoir plus cher qu'un prix payé d'avance. Soigner sa gouvernance familiale ou partenariale. Les Bolloré n'ont jamais abandonné le contrôle à l'extérieur. Ils ont conservé un capital familial fort via des holdings complexes et impliqué leurs enfants dans la direction, préparer la relève de Yannick et Cyril. Pour les jeunes entrepreneurs, c'est un cas d'école de transfert intergénérationnel maîtrisé. Miser sur l'influence médiatique. Dans les affaires modernes, posséder des médias, ce n'est pas juste un passe-temps coûteux, c'est un levier de pouvoir. Bolloré l'a compris en déployant ses filiales médias pour soutenir ses autres projets, parfois polémiques. De notre côté, cela nous rappelle l'importance de la communication, qu'on achète de la pub, qu'on crée une chaîne YouTube ou qu'on écrive des contenus, maîtriser la narration renforce tout projet d'investissement. Agir avec détermination et subtilité. Vincent Bolloré est parfois dépeint comme franc-tireur, qui suit son intuition plutôt que les conventions. Il prouve qu'une stratégie non conventionnelle, prendre le contre-pied des manuels d'école de commerce, comme le note l'Express, peut fonctionner. Étudiez les règles du marché, mais ne craignez pas de les contourner légalement quand l'occasion se présente. En fin de compte, la saga des Bolloré montre l'importance de la vision à long terme et de la capacité à prendre des positions audacieuses. C'est une réussite française atypique, ni tout à fait industrielle traditionnelle, ni purement financière. Elle inspire les stratégies de patrimoine familial et d'investissement. Bâtir un empire demande de combiner risques calculés, influence médiatique et solidarité du capital. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici dans ce portrait des Bolloré. J'espère que cette histoire vous aura apporté des éléments utiles pour vos propres réflexions patrimoniales et entrepreneuriales. Abonnez-vous à Caro Gestion Privée pour ne pas manquer nos futurs épisodes sur l'investissement et le patrimoine et consultez les autres vidéos de la chaîne pour approfondir ces thèmes. À très bientôt pour un nouvel épisode de Destin de fortune où nous nous intéresserons à d'autres dynasties influentes et à leurs leçons pour l'investisseur.